mon bilan lecture du mois d'avril avec 5 livres et demi. Déjà, premièrement, j'avais lu Elantris de Brandon Sanderson. Alors, ma liseuse a rendu l'âme, mais au moins j'ai pu finir Elantris tranquillement. Donc, je vous l'afficherai ici. Je l'avais lu en VO et je vous avais fait une petite revue dessus. Vraiment, ça avait été pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture. J'avais beaucoup aimé l'univers. J'ai beaucoup aimé Elantris et ses mystères. Les 3 points de vue, vraiment les 3 personnages étaient hyper intéressants et bien développés. C'est le premier livre de Sanderson, donc c'est pas son meilleur, mais il est quand même très très bon et je pense que c'est bien pour commencer Brandon Sanderson si on se dit que de toute façon ce n'est pas son meilleur. Alors moi je l'ai lu comme si c'était un one shot. Faut savoir que de base c'était censé être un one shot, mais il y a pas longtemps il a annoncé qu'il y aurait une suite. Mais vous pouvez très bien le lire comme un one shot si jamais c'est ce que vous préférez. Moi je trouve qu'il a répondu aux questions auxquelles je me posais principalement et voilà, il m'a vraiment suffi. Il y avait quelques petites maladresses sur quelques points, sur quelque chose, mais sinon vraiment j'ai adoré le personnage de Sarené je crois, de Raoden et du haut prêtre. Je vous ai déjà fait toute une vidéo détaillée dessus, donc je vais pas réexpliquer, mais ça avait vraiment été une très très bonne lecture. Ensuite, je crois que j'ai lu La lance de Périture de Nicolas Griffith chez Hergé. On est sur une réécriture de la légende de Perceval, version queer et inclusive, et c'était hyper bien écrit, vraiment c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé, je crois que je lui ai mis un 4 sur 5. Le petit bémol, je dirais, j'ai trouvé ça du coup trop court personnellement. Il y a que 160 pages et le prix est de 19,90. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais après il valait le coup dans le sens où c'était une très très bonne lecture. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Périture. On retrouve évidemment le roi Arthos, on retrouve Nimue, etc. Et bref, j'ai beaucoup aimé les dénonciations qu'il pouvait y avoir dans ce roman, la plume, l'histoire. J'aurais juste aimé qu'il y en ait plus, mais voilà, c'était une très bonne lecture. Si vous cherchez une fantaisie plutôt adulte de légendes arthuriennes, légendes de Perceval, etc., assez courte, ben n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu une romantaisie, Le Dernier Conte, le 2e tome de Alexiane Thiel chez Hugo Roman. Vous le savez, si du coup vous me suivez, je suis pas adepte de romantaisie de base, mais Once Upon a Time est l'une de mes séries préférées et le tome 1 avait une vibe très Once Upon a Time et ce tome 2 aussi. Et la romance est vraiment, enfin, il y aura 4 tomes et la romance est vraiment très peu présente. Enfin, elle est présente, mais c'est un vrai slow burn. On est au tome 2, il n'y a pas de scène de smut, il n'y a rien. Ça prend son temps. On part déjà de base sur une fée qui a enlevé un humain de son monde pour qu'il sauve le monde de la fée. Donc de base, les deux, ils peuvent pas trop se blairer. Hein. Le gars, il s'est fait enlever, il a pas eu son mot à dire, et elle trouve que c'est un boulet. Voilà. Donc c'est un vrai slow burn, donc la romance n'est pas vraiment mise au premier plan, et l'univers est vraiment bien développé, et enfin bref, j'adore. Dans ce 2e tome, on va suivre toujours, du coup, il n'y aura pas de spoil, hein, on va suivre notre fée et notre héros dans l'univers de La Belle et la Bête. Et j'ai beaucoup aimé. Il est beaucoup plus sombre que le premier, et c'est ça que j'ai aimé. J'ai préféré la première partie du roman à la 2e partie. Dans la première partie, on va vraiment avoir une ambiance très pesante et on va explorer un peu l'univers de La Belle et la Bête, alors que dans la 2e partie, c'est plus axé sur la romance, et c'est pour ça que j'ai moins aimé. Non, alors après, de ce que j'ai lu, les gens préféraient la 2e partie, mais moi j'ai tellement préféré la première, juste pour l'ambiance, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, c'est un 4 sur 5, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs sur la 2e partie, et j'aurais aimé qu'il y ait plus de contenu sur La Belle et la Bête. La Bête m'a beaucoup touchée, belle aussi, et j'aurais tellement aimé qu'on ait plus de trucs sur eux. Ça m'a manqué, voilà. Mais c'est très bien écrit, c'est hyper addictif, ça se lit vraiment en quelques jours, et je vous le conseille. Si vous aimez Once Upon a Time et The Wolf Among Us, n'hésitez pas. Ensuite, mon coup de cœur du mois, Le Chant des Noms de G.D. Diabery chez l'Orient Imaginaire. Fantaisie adulte, steampunk, dystopie, j'ai trop aimé. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, c'est presque poétique, c'est assez lent, mais j'ai aimé que ça soit plutôt lent parce que je me suis pas ennuyée.
C'est très... On suit les personnages à la troisième personne. La personnage qu'on suit qui s'appelle La Messagère, elle a même pas de nom. Donc on s'attache, mais en même temps c'est pas comme un roman à la première personne ou un roman où vraiment... Enfin, on est quand même assez éloigné de La Messagère, on la suit un peu de loin, mais je me suis quand même beaucoup attachée à elle. Bref, et il y a très très peu de dialogue aussi dans ce roman. C'est pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde. Il y a de l'action, mais il y a très peu de dialogue. Les chapitres sont très longs, ils font en moyenne entre 30 et 50 pages. Moi je n'aime pas les chapitres longs, mais j'en avais rien à faire, j'ai adoré ce livre. Je pense que mon avis de base était biaisé parce que il m'a rappelé mon livre préféré, à savoir Plein ciel de Siècle Valban, qui est vraiment mon livre préféré. Et il y avait beaucoup de similitudes, j'ai trouvé, entre les deux. Ça n'a rien à voir, hein, d'un autre côté, l'univers, etc. Mais il y avait beaucoup de similitudes. Le nom des personnages, dans Plein ciel, on en a qui s'appellent Bijoux, Ivoire, Des mesures, etc. Là-dedans, on va avoir livre, ombre, billet, enfin voilà. Vraiment, même vibe là-dessus. Le côté poétique aussi de ces deux romans, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de... Enfin, qu'il y avait tous les deux un côté très poétique. Et dans Plein ciel, on est dans un opéra avec des représentations. Et si une représentation tourne mal, ça fait qu'il y a une catastrophe qui se produit. Là-dedans, dans un certain acte, on suit la messagère qui fait des représentations aussi et qui peuvent aussi tourner au drame. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes et c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé, parce que ça m'a vraiment beaucoup rappelé Plein ciel. Mais même sans ça, vraiment ce livre est très beau, c'est hyper intéressant. Donc pour le petit résumé, on est dans un monde où les mots ont disparu. Ça n'existe plus. Le langage parlé a disparu suite à quelque chose. On ne sait pas quoi, mais suite à quelque chose. Et donc depuis il se passe des dingueries, si on peut le dire. Les monstres qu'on rêve dans nos cauchemars se mettent à exister dans la vraie vie. Les fantômes se sont mis à exister aussi, etc. Et donc des comités ont été mis en place pour essayer de pallier à ces problèmes. Le comité des rêves, le comité des noms, le comité de plein de choses. Et donc il y a le comité des noms qui essaye du coup de recréer un langage, de recréer des mots. Donc nous on va suivre la messagère qui fait partie du comité des noms. Et en fait ce comité a pour charge de nommer toute chose. Par exemple un papillon, de lui donner le nom de papillon. Pareil sur les cartes, redonner des noms à certaines villes. Et il faut savoir que tout ce qui n'est pas encore nommé est considéré presque comme dangereux. Donc les villes qui ne sont pas nommées, on n'y va pas, et c'est presque comme si on ne pouvait pas y aller. Il y a quelque chose qui nous empêche presque d'y entrer. Et il y a certaines personnes, quand vous naissez, généralement on vous donne un prénom. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de prénom et qui font partie donc des sans noms et qui vivent dans des villes pareilles qui n'ont pas été nommées. Et donc ceux-ci sont vus comme dangereux parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ils auraient orchestré certains attentats envers les personnes qui ont des prénoms, etc. Et donc voilà, tout ce qui n'est pas nommé, c'est considéré comme dangereux. Nous, on va suivre la messagère qui n'a pas de prénom mais qui n'est pas considérée comme une sans nom. Il y a eu un petit couac dans son enfance qui a fait qu'elle n'a pas de nom, mais elle n'est pas considérée comme dangereuse. Elle travaille pour le comité des noms et son rôle, c'est de donner des noms aux choses. Et donc, on va suivre cette messagère avec plusieurs de ses compagnons, à savoir le clandestin, un fantôme et un monstre. Et on va la suivre à travers son aventure pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui a effectué ces attentats, qui est derrière tout ça, est-ce que c'est vraiment les sans-noms, qu'est-ce qui se passe, qui est vraiment le vrai gentil, le vrai méchant. Voilà, on va la suivre à travers tout ça. C'est un one-shot et vraiment j'ai trop aimé. C'est pépite. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez prendre votre temps pendant une lecture, si vous aimez la dystopie, le steampunk, assez lent mais très beau, mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment ma meilleure lecture du mois et peut-être même ma meilleure lecture de l'année. Et voilà, je suis sûre que j'ai oublié de dire des trucs, mais il était incroyable. Ensuite, pour couper un peu de la fantaisie, j'aime bien lire soit de la littérature japonaise, soit des thrillers. Et là, j'ai reçu de City, la prof de Freda McFadden, en service presse. J'avais déjà lu la trilogie de La femme de ménage, j'ai lu La Psy aussi.
La femme de ménage, j'avais été déçue parce que j'avais trouvé, surtout le premier tome, que tout était prévisible. Enfin, quand tu regardes des séries type Esprit criminel, etc., tu t'attends au genre de choses, je trouve, qui se trouvent dans La femme de ménage. La romance dedans m'avait saoulée, enfin bref. J'avais bien aimé, ça, c'est très addictif, l'ambiance est pesante, mais je m'attendais à beaucoup plus. La psy, par contre, ça avait été un vrai coup de cœur. La psy, vraiment, j'avais adoré. Je m'attendais pas du tout à la fin, et j'ai trouvé que c'était une fin parfaite et hyper addictif, l'ambiance pesante, enfin bref, j'ai beaucoup aimé. La prof, du coup, j'avais peur d'être déçue, de pas trop aimer. Et en effet, j'ai pas trop aimé. Ça l'a pas fait avec moi, je lui ai mis la note de 3 sur 5, qui reste quand même une bonne note, hein. Mais c'était hyper prévisible. Le livre fait 380 pages, je crois, les 280 premières pages, donc toute la première partie du roman, je me suis ennuyée. Les personnages, je les ai trouvés pas attachants, je me suis ennuyée. On est sur une prof qui travaille, qui est professeur du coup d'anglais, qui est professeur de maths, et son mari, lui, est professeur d'anglais dans la même école, le même lycée. Et donc elle dit qu'elle a un mari parfait, blablabla. Et elle va avoir dans sa classe une élève qui a subi un scandale l'année dernière. Et du coup, un professeur a été licencié suite à ce scandale. Parce qu'il y avait des rumeurs de liaison entre l'élève et ce professeur. Eve, notre professeure de maths, va retrouver cette fille-là dans sa classe. Elle s'appelle Adi. Et de suite, elle va avoir des préjugés parce qu'elle connaissait très bien le professeur qui a été accusé d'avoir une liaison avec elle. Et pour elle, Adi est une menteuse. Bon, déjà, ça partait très mal. Moi, j'étais en mode, je vais pas pouvoir me la voir, Eve. Et donc, elle va comprendre que derrière tout ça, derrière cette liaison, derrière tout ça, il y a en fait un terrible secret qui se cache. Bref. Ouais, les 280 premières pages, je me suis ennuyée. Alors, ça dénonce beaucoup de choses, hein, notamment, évidemment, les relations prof-élève et adultes et mineurs. Mais je me suis ennuyée. Vraiment, les 280 premières pages. Eve est remontée dans mon estime, faut le dire, certaines fois, Adi aussi. Mais j'ai trouvé la romance, oh là là, mais malsaine, et ça c'était le but, mais ennuyante. Ah vraiment, j'en pouvais plus. Voilà, tout était prévisible, tout. La seule chose qui n'était pas, c'était les 2 dernières pages. Et j'avoue que les 2 dernières pages, c'était très très stylé, mais ça ne fait pas un livre entier malheureusement. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que la fin était très incohérente, et moi j'ai pas trouvé. En fait, il n'y aura pas de spoil. Je vais juste vous dire cette phrase. Je trouve que la fin est très cohérente à partir du moment où on se dit que, évidemment, qu'elle savait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour pas vous spoil. Si vous ne l'avez pas lu, pour moi, elle savait, d'où les 2 dernières pages. Bien sûr qu'elle savait. Si vous vous dites qu'elle ne savait pas, en effet, c'est incohérent, c'est bizarre. Si vous vous dites qu'elle sait, tout fait sens, je trouve, en tout cas, personnellement. Voilà, bref, la dernière partie, les 100 dernières pages, il y avait une ambiance un peu plus pesante, mais c'était toujours prévisible. Vraiment, pour moi, le meilleur, c'était les 2 dernières pages, et c'est dommage, voilà. Par contre, c'est du Freida McFadden, donc les chapitres, ils font 2-3 pages, c'est hyper dynamique, c'est hyper dynamique. Je me suis ennuyée, mais je l'ai lu en une soirée. Vraiment, en 3-4 heures, c'était lu. Ça se lit très facilement, c'est très fluide. Enfin voilà, faites attention parce que les trigger warnings ne sont pas indiqués comme c'est du thriller, mais c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes mal à l'aise en le lisant, lâchez-le. Bref, je peux vous le recommander si vous voulez un thriller plutôt addictif et rapide à lire, mais pas si vous voulez quelque chose d'imprévisible. Enfin, j'ai lu la moitié de Atea de Anouk Faure chez Argile, fantasy adulte. On suit un navigateur qui est un paria aux yeux de son peuple parce qu'il n'a pas le filament. Le filament, c'est quelque chose qui vous relie à votre terre natale. Et ici, ce sont des îles. Et lui, il n'en a pas. Donc, s'il met un seul pied sur cette île, il meurt. Voilà. Et il est vu comme un paria, donc il est un peu réduit en esclave, doit naviguer pour des nobles, etc. Et il a un certain don qui lui permet
on se voit, vraiment de savoir ce qui va se passer, s'il va y avoir une tempête, s'il y a une créature dangereuse, etc. Qu'un jour, il perd ce droit de naviguer et il va donc s'enfuir des îles pour naviguer par-delà la nuée et poursuivre les traces de sa grand-mère qui était elle aussi navigatrice et vivre sa propre aventure. Voilà, j'en suis à la moitié, je n'ai pas fini, pas parce que je l'ai DNF, pas du tout, mais juste parce que c'était la fin du mois. Voilà, je compte bien le terminer cette semaine et pour l'instant j'aime beaucoup. Vraiment, très belle plume, très bel univers, très beau dessin. C'est mon premier roman de Anouk Faure et je ne regrette pas, c'est vraiment une très belle découverte et j'ai hâte de le finir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur mon retour du festival Échos et Merveilles. J'ai hâte que vous la voyez, voilà. Et à bientôt.